Je m'appelle Vivienne Leclerc. J'ai 63 ans, une infirmière de nuit à la retraite qui a passé près de 3 décennies à arpenter les couloirs des hôpitaux pendant que la majeure partie du monde dormait. Mon dos porte encore la mémoire de ces longues gardes, une douleur sourde qui me rappelle chaque effort. Mais chaque douleur en valait la peine. J'ai élevé 2 enfants, acheté un petit appartement à Lyon, et bâti une vie que je croyais à l'abri. Je pensais que cet endroit m'attendrait toujours. J'avais tort. Quand j'ai tiré ma valise en revenant d'un court voyage en Corse, j'ai tourné dans ma rue comme je l'avais fait des centaines de fois. L'air de mars avait cette morsure étrange, moitié hiver, moitié printemps, assez vive pour piquer mes joues, assez lourde pour que je resserre mon écharpe. Je m'attendais à voir le balcon familier garni de mes pots de géranium, la fenêtre où la lumière du matin se glissait toujours juste comme il faut. Au lieu de cela, je me suis figée. Sur la pelouse devant l'immeuble se tenait un panneau rouge et blanc. Des lettres audacieuses me criaient au visage. Vendu. Ma valise a basculé et s'est renversée contre ma jambe. Je suis restée là, sur le trottoir, engourdie. Le bâtiment semblait vide, dépouillé de sa vie. Les rideaux avaient disparu, le balcon était nu. Aucune trace du foyer que j'avais si durement lutté pour conserver. Le froid extérieur n'était rien comparé au froid qui s'est ouvert dans ma poitrine. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau, les mains tremblant plus à cause du choc que du vent. Un message clignotait sur l'écran. Il venait de ma fille, Émilie. Le mariage était magique. Ton appartement a rendu ma journée spéciale. Je t'aime, maman. Ton appartement. Mon appartement. Vendu. Pour son mariage. Mon souffle s'est coupé. J'ai senti mes genoux fléchir comme si le sol lui-même voulait céder. J'ai murmuré pour moi-même, ne sachant pas si les mots lui étaient destinés ou à moi. Ma chère enfant, si c'est ce que tu appelles le bonheur, alors toi et moi n'avons jamais habité dans la même maison. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête, riant comme elle le faisait à 8 ans, me montrant la fleur tordue qu'elle avait peinte sur cette petite tasse en porcelaine. J'ai gardé cette tasse toutes ces années, ébréchée et fissurée, mais elle n'a jamais quitté ma cuisine. C'était ça, l'amour à l'époque. Maintenant, elle avait vendu les murs qui nous avaient abrités toutes les deux. Alors que je fixais le panneau « Vendu », j'ai entendu la voix de mon défunt mari. Un souvenir porté par le vent. Vivienne, cet appartement sera toujours ton refuge. Quoi qu'il arrive, accroche-toi à lui. Mais il n'était plus là. Seul moi l'étais. Et l'appartement, mon refuge, avait été échangé contre un mariage de conte de fées. Quand j'ai enfin rassemblé assez de souffle pour avancer, j'ai touché le métal froid de la serrure. La clé dans ma poche était inutile maintenant. Ma propre porte ne s'ouvrirait pas pour moi. C'est alors que le téléphone a de nouveau vibré. Les mots d'Émilie se sont allumés sur l'écran dans des bulles bleues vives. Suffisant, insouciant, tranchant. Maman, la Toscane était inoubliable. Derek dit que ça valait chaque centime. Ton appartement a rendu ma journée parfaite. Les coins de mes lèvres se sont courbés, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était quelque chose de plus aigu, de plus silencieux, parce que ce qu'Émilie ne savait pas était simple. L'appartement qu'elle avait vendu n'avait jamais été à elle de le vendre. Je n'ai pas toujours ressenti ce vide à l'intérieur. Il fut un temps où mes jours étaient lourds de sens, où mes mains portaient la vie et la perte dans le même souffle. Pendant 30 ans, j'ai travaillé comme infirmière de nuit. Les hôpitaux la nuit sont un monde à part. Les néons bourdonnent, les machines bipent sans rythme, et les couloirs résonnent de pleurs étouffés. J'ai arpenté ces couloirs avec des chaussures solides et des yeux fatigués, vérifiant les signes vitaux, tenant des mains tremblantes, chuchotant à des étrangers qu'ils n'étaient pas seuls. Ce n'était pas un travail glamour, mais c'était un travail honnête. Chaque chèque de paie était une brique posée vers un rêve que je portais silencieusement. Mon mari, Robert, plaisantait en disant que je passais plus de temps avec les patients qu'avec lui. Il m'embrassait le front quand je rentrais en titubant à l'aube, encore dans ma blouse, avec une vague odeur d'antiseptique et de café. Nous avions des projets simples. Rembourser les dettes, bien élever nos enfants, peut-être voyager une fois que je serai à la retraite. Mais la vie ne se plie pas au plan. Le cœur de Robert a lâché alors qu'il n'avait que 53 ans. Une fin de soirée d'hiver, alors que je quittais le service, mon téléphone a sonné avec la nouvelle qui a brisé ma poitrine. Je me souviens m'être effondré contre le mur froid de l'hôpital, l'ironie de la situation m'écrasant. J'avais sauvé des vies toute la nuit, et je n'avais pas pu sauver la sienne. Après cela, j'ai travaillé plus dur, non pas parce que j'aimais le travail, mais parce que je devais le faire.
Daniel et Émilie étaient encore jeunes. Lui au lycée, elle venait d'avoir 9 ans. Les factures continuaient d'arriver, aussi implacables que le lever du soleil. Alors, j'ai pris toutes les gardes supplémentaires, j'ai travaillé pendant les vacances, j'ai dit oui quand personne d'autre ne le voulait. Mon corps s'est courbé sous les heures, mais chaque fiche d'heure supplémentaire était un pas de plus vers la stabilité. Il a fallu près de 12 ans de nuits acharnées avant que j'aie assez pour un acompte. Le jour où j'ai signé les papiers de l'appartement, je me suis assise dans le salon vide et j'ai laissé le silence m'envahir. Les murs étaient nus, la moquette sentait légèrement la poussière, mais pour moi, c'était un sanctuaire. Mon sanctuaire. Après des années d'incertitude, j'avais taillé un foyer de mes propres mains, une heure non payée à la fois. Cet appartement n'était pas seulement une propriété. C'était le dernier cadeau que je m'étais fait après avoir enterré Robert, après avoir élevé 2 enfants en grande partie seul. C'était le nid qui, je le croyais, me bercerait jusqu'à la fin. Je l'ai rempli lentement. Un canapé d'occasion, des rideaux que j'ai cousus moi-même, des photos d'anniversaire et de remise de diplômes scotchés au frigo parce que je ne pouvais pas me permettre des cadres fantaisistes. Ce qui en faisait un foyer, ce n'étaient pas les choses que j'achetais, mais les souvenirs que j'y apportais. Parmi ces souvenirs se trouvait un petit objet qui est devenu mon encre, une tasse en porcelaine. Quand Émilie avait 8 ans, elle l'a ramenée de son cours d'art plastique. Elle était censée être blanche, mais ses coups de pinceau avaient laissé des traînées de violet qui saignaient comme de l'encre renversée sur la surface. Au centre, elle avait peint une fleur tordue à 5 pétales inégaux. Elle ressemblait plus à une tache qu'à une fleur, mais quand elle me l'a tendue, ses yeux brillaient de fierté. « Maman, c'est pour ton thé, dit-elle, les doigts collants de peinture. » J'ai ri et je l'ai embrassée sur le front. « C'est magnifique, lui ai-je dit. » Et je le pensais. Je buvais dans cette tasse chaque soir après mes gardes. Quand la porcelaine s'est fissurée des années plus tard, je l'ai recollée. Même ébréchée et fragile, je ne pouvais pas la jeter. Pour n'importe qui d'autre, c'était un déchet. Pour moi, c'était le rappel d'une époque où l'amour était simple. Où le monde d'Émilie était encore innocent. Où sa façon de rendre ma journée spéciale était une fleur de travers sur une tasse bon marché. Je l'ai gardée sur l'étagère de la cuisine, toujours à portée de main. Même quand Daniel a déménagé, même quand Émilie est devenue une adolescente agitée, la tasse est restée. À travers chaque tempête, chaque facture, chaque nuit solitaire, je versais du thé chaud dans cette porcelaine ébréchée. C'était ma preuve que quelque chose fait avec un amour imparfait pouvait encore tenir. À mesure qu'Émilie grandissait, la distance grandissait avec elle. Elle était charmante, ambitieuse, cherchant toujours quelque chose de plus grand, de plus brillant. Je voyais en elle le charisme de Robert, mais aussi une faim qui me dérangeait. Elle voulait plus que la petite vie que j'avais construite. Je ne la blâmais pas. Quelle mère ne veut pas que son enfant rêve? Mais parfois, ses rêves se faisaient au détriment de la gratitude. Elle levait les yeux au ciel devant les meubles de seconde main, se moquait de mes vêtements de friperie, soupirait quand je préparais du thé dans la même vieille tasse. Pourtant, je me disais qu'elle verrait un jour. Elle comprendrait ce que signifiait travailler de nuit jusqu'à ce que vos os supplient pour du repos. Elle comprendrait pourquoi cet appartement comptait, pourquoi la tasse ébréchée comptait. Elle verrait que l'amour ne se mesure pas en lustre ou en destination de mariage, mais par la présence constante de quelqu'un qui est là. Mais ce jour n'est jamais venu. Maintenant, alors que je me tenais à l'extérieur de l'appartement, qui m'avait été arraché, je pensais à la petite fille avec de la peinture violette sur les mains. Je pensais à la fleur qui ne ressemblait à rien mais qui signifiait tout. La tasse était toujours mienne, reposant sur mon étagère dans le petit logement de location où je m'étais réfugiée après mon retour de voyage. Mais le souvenir de celle-ci, de l'enfant qui me l'avait donnée, me semblait plus lointain que les étoiles. Je portais cette tasse comme un talisman, même maintenant. Parce que dans un monde où ma fille pouvait vendre le toit même au-dessus de ma tête sans une seconde pensée, au moins la tasse disait encore la vérité. L'amour, bien que fissuré, peut survivre. J'avais parcouru ces 3 pâtés de maison jusqu'à la maison d'Émilie plus de fois que je ne pouvais compter. Habituellement, je portais des provisions, des sacs pour garder les enfants ou le genre de plats gratinés que les mères apportent lorsque leurs enfants sont trop occupés pour cuisiner. Ce soir-là, cependant, mes mains étaient vides. L'air de mars me piquait les joues, mais à l'intérieur, je me sentais plus froide. Chaque pas vers son porche d'entrée était plus lourd que le précédent. Quand j'ai sonné, des rires ont jailli de l'intérieur. Le son de verres de champagne qui s'entrechoquent, le léger bourdonnement de la musique. Derek a ouvert la porte. Sa chemise était impeccable, son sourire mince.
Eh bien, dit-il en s'appuyant contre le cadre. Regardez qui a décidé de passer. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant lui doucement, de la manière dont on se déplace dans un couloir d'hôpital quand le silence est plus puissant que les mots. Le salon était baigné d'une lumière dorée. Des serpentins pendaient encore au plafond, vestiges de leur récente célébration. Sur la cheminée se trouvaient des photographies encadrées de leur mariage. Émilie, ma fille, habillée comme une princesse avec des boucles d'oreilles en cristal et un sourire assez large pour fendre le monde en deux. Elle avait l'air radieuse, intouchable. Elle s'est retournée, m'a vue, et ses yeux se sont illuminés, non pas de culpabilité, non pas de remords, mais de fierté. « Maman », dit-elle en se précipitant vers moi, les bras tendus. Elle m'a embrassé rapidement sur la joue, un baiser parfumé et répété. J'étais justement en train de dire à Derek à quel point je suis reconnaissante. Grâce à l'appartement, nous avons eu le mariage de nos rêves. Un vrai conte de fées. Elle a reculé, me regardant avec attente, comme si j'allais hocher la tête, applaudir, peut-être même pleurer des larmes de joie pour elle. Ma bouche est devenue sèche. J'ai étudié son visage, cherchant la petite fille qui peignait autrefois des fleurs violettes sur de la porcelaine, mais tout ce que j'ai vu, c'est une femme qui avait troqué le sentiment contre le spectacle. Avant que je puisse formuler un mot, Derek a gloussé. Il a fait tournoyer la boisson dans sa main et a dit « Eh bien, au moins, il a finalement servi à quelque chose. » Assise toute seule dans cet appartement, ce n'était pas vraiment vivre, n'est-ce pas? Son ton était suave, mais chaque mot portait la piqûre du mépris. Les mots ont atterri comme des pierres contre ma poitrine, mais je n'ai pas bronché. Des années à l'hôpital m'avaient appris quelque chose sur la douleur. Toute douleur n'a pas besoin d'être hurlée. Une partie, on la retient simplement en silence jusqu'à ce qu'elle vous remodèle. Je me suis assise à leur table de salle à manger. Le centre de table en cristal scintillait sous la lumière, captant mon reflet en motif fracturé. Émilie planait, m'étudiant. « Maman, tu es si silencieuse, dit-elle. Tu es contrariée. » J'ai respiré lentement, les mains jointes sur mes genoux. Le silence s'est étiré. Puis, doucement, j'ai souri. Émilie a penché la tête. « Pourquoi souris-tu » Je l'ai regardée, ma fille, le même enfant qui m'avait autrefois mis une tasse de travers dans les mains avec de la peinture sous les ongles, et j'ai pensé à cette porcelaine, fissurée mais toujours debout. Finalement, j'ai chuchoté. Parce que l'appartement que tu as vendu n'a jamais été à toi de le vendre. Les mots se sont glissés dans l'air sans poids, mais le silence qui a suivi était plus lourd que le tonnerre. Le front d'Émilie s'est plissé. Elle a ri nerveusement, jetant un regard à Derek. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu m'as donné une procuration après le décès de papa. Tu as dit que ça faciliterait les choses. Je pensais que ça signifiait que l'appartement était à moi de le gérer. » J'ai secoué doucement la tête. Une procuration n'est pas un titre de propriété, Émilie. L'acte a toujours été dans la fiducie. Je suis l'unique fiduciaire. Tu n'as jamais eu le droit de le vendre. Le sourire de Derek a vacillé. Il a posé son verre plus fort qu'il ne le voulait, le cristal cliquetant contre le bois. Elle bluffe, a-t-il marmonné. Je suis resté immobile, calme, de la même manière que je l'avais été au chevet d'innombrables lits d'hôpital, attendant qu'un battement de cœur revienne sur le moniteur. Émilie a scruté mon visage, mais mon silence lui a dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, la confiance s'écoulant lentement comme du sable dans un sablier. Pour un long moment, personne n'a bougé. La pièce sentait légèrement les roses d'un bouquet de centre de table, leurs pétales commençant déjà à brunir sur les bords. Conte de fées, en effet. Une beauté destinée à se faner. Enfin, je me suis levée de la chaise. J'ai lissé mon manteau, rassemblé la dignité qui avait été la mienne bien avant les appartements, les mariages ou la trahison. « Maman, » dit Émilie rapidement, sa voix s'élevant. « Tu ne dis rien de sensé. Tu essaies de tout gâcher pour moi. » J'ai levé une main, non pas de colère, mais en signe de finalité. Je ne suis pas ici pour gâcher quoi que ce soit. Je suis ici pour te rappeler que ce que tu penses avoir construit sur mon dos ne tiendra pas. Pas de la manière que tu crois. Ses lèvres tremblaient. Derek s'est agité, mal à l'aise. Je me suis tournée vers la porte. Ma main s'est attardée sur la poignée. Les contes de fées, dis-je doucement, sont doux jusqu'à minuit. Ensuite, la vérité éclate toujours. Et sur ce, je suis sortie dans la nuit. L'air froid s'est précipité contre mon visage, mais je l'ai accueilli. Il était honnête, contrairement à la pièce que je venais de quitter.
Quand je suis retournée à mon appartement cette nuit-là, les murs me semblaient étrangers. L'air à l'intérieur était plus froid que le vent de mars à l'extérieur. Des cartons étaient empilés près de l'entrée, des rappels qu'Émilie avait organisé le déménagement avant même que je sache ce qui s'était passé. Je suis passée devant eux, chaque pas résonnant plus fort qu'il n'aurait dû, jusqu'à ce que j'atteigne le coin de la chambre où mon petit coffre-fort était caché sous une courte pointe. Mes mains tremblaient en tournant le cadran. Pendant des années, ce coffre-fort n'avait rien contenu de plus dangereux que quelques obligations d'épargne et les papiers d'assurance de mon défunt mari. Mais ce soir, il me semblait être la seule encre entre moi et la tempête que ma propre fille avait créée. Quand la serrure a cliqué, j'ai sorti la pile de dossiers soigneusement reliés. Des documents que j'avais presque oubliés étaient là. Les mots « fiducie viagère » me sautaient aux yeux depuis la première page. Je me suis assise sur le lit, le dossier lourd sur mes genoux, et pendant un moment, j'ai fermé les yeux. Je pouvais presque entendre à nouveau la voix de mon mari, basse et stable comme elle l'avait été la nuit précédant sa dernière opération. Il avait pris mes mains alors, pâle contre ses draps d'hôpital. Et il avait chuchoté, « Vivienne, promets-moi quelque chose. Garde l'appartement. Quoi qu'il arrive, cet endroit sera toujours un refuge pour toi et les enfants. » À l'époque, je pensais que sa demande était un simple sentiment, le souhait d'un homme qui voulait que sa famille soit protégée. Je n'aurais jamais imaginé que cette promesse deviendrait mon bouclier contre mon propre enfant. J'ai ouvert les yeux et j'ai tourné les pages, parcourant le langage juridique. Cela faisait des années que je n'avais pas regardé de près, mais l'essentiel était clair. L'appartement était dans la fiducie, mon nom, l'unique fiduciaire. Personne d'autre, peu importe leur sentiment de droit, peu importe leur mariage de conte de fées, n'avait le droit de le vendre. Pourtant, j'avais besoin d'une confirmation. Ce soir-là, j'ai appelé une vieille amie, Marjorie. Nous nous étions rencontrés il y a des décennies, quand nos enfants étaient petits, échangeant des heures de garde d'enfants et des appels téléphoniques tard le soir. Elle avait ensuite fait des études de droit et s'était bâtie une carrière en droit des successions. J'avais continué les gardes de nuit aux urgences, les tasses sans fin de café brûlé, et la fierté silencieuse de survivre. Quand sa voix a répondu, chaleureuse mais vive comme toujours, j'ai failli m'effondrer. « Marjorie, dis-je, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. Ma fille. Elle a vendu mon appartement. » Il y a eu une pause sur la ligne, puis le bruissement de papier, comme si elle cherchait déjà ses lunettes. « Vivienne, dit-elle fermement. Apporte-moi les papiers demain à la première heure. » J'ai à peine dormi cette nuit-là. Le document est resté sur ma table de chevet, un gardien silencieux. Je n'arrêtais pas de toucher le dossier, comme si j'avais peur qu'il disparaisse dans le noir. Le lendemain matin, j'ai emporté la pile de l'autre côté de la ville jusqu'au bureau de Marjorie, une petite suite nichée au-dessus d'une rangée de magasins. Elle m'a accueilli avec cette efficacité énergique dont je me souvenais, me mettant une tasse de tisane dans les mains avant de me faire signe de m'asseoir. « Laisse-moi voir ça, dit-elle. » J'ai glissé le dossier sur son bureau. Pendant une demi-heure, elle a lu en silence, ses lunettes perchées au bout de son nez, son stylo tapotant légèrement contre la marge. Le son me rappelait toutes les nuits où j'avais noté les signes vitaux au chevet d'un patient. Stable, méthodique, une question de vie ou de mort, selon ce qui était écrit. Enfin, Marjorie s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Elle a expiré lentement, puis m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes. « Vivienne, dit-elle, sa voix calme mais certaine. Ta fille et son mari se sont jetés dans un piège. Cette procuration ne leur a jamais donné la propriété. L'appartement a toujours été dans la fiducie avec toi comme unique fiduciaire. Toute vente qu'ils ont tentée est légalement nulle, du papier sans valeur qui se transformera en poussière au tribunal. » Ces mots m'ont submergé, un mélange de soulagement et de chagrin. J'ai hoché la tête, serrant la tasse chaude entre mes paumes. L'expression de Marjorie s'est adoucie. « Je sais que ça fait mal, mais Vivienne, tu as fait ce que ton mari a demandé. Tu as gardé l'appartement en sécurité. Ils ne peuvent pas te le prendre. Pas à toi. » Ma gorge s'est nouée. J'ai pensé à cette nuit à l'hôpital, à la main frêle de mon mari serrant la mienne. Je me suis souvenu de la façon dont il souriait malgré la peur dans ses yeux. « Promets-le-moi, » avait-il dit. J'avais promis, sans réaliser à quel point cette promesse exigerait de force un jour. Maintenant, des années plus tard, ces mots revenaient comme une bouée de sauvetage. J'ai tendu la main, touchant le dossier. Les pages étaient lourdes, l'encre passée, mais la vérité était vivante. Chaque signature, chaque ligne notariée était un bouclier construit pour ce moment précis. Marjorie s'est penchée en avant.
Vivienne, je vais préparer les dossiers. Nous pouvons avoir une injonction prête d'ici une semaine, mais j'ai besoin que tu restes stable. Ne les laisse pas voir ta panique. Laisse-les penser qu'ils ont gagné. Plus tu seras silencieuse, plus le renversement sera puissant. Son conseil m'a profondément touchée. Silencieuse. Ça avait toujours été ma façon de faire. Silencieuse face à la perte. Silencieuse dans les longues nuits de labeur et de sacrifice. Silencieuse quand Émilie a commencé à s'éloigner de moi dans sa propre orbite égoïste. Maintenant, le silence serait mon arme. Je me suis levée, remettant le dossier dans mon sac. Ma main a frôlé la tasse en porcelaine usée que je portais depuis des années, fissurée sur le côté, mais toujours utilisable. Émilie l'avait peinte enfant, barbouillant des fleurs violettes sur sa surface. Je l'avais gardée à travers chaque déménagement, chaque garde, chaque perte. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis versé une tasse de tisane dans cette même porcelaine ébréchée. La vapeur s'élevait doucement, s'enroulant dans l'air comme une bénédiction. Je la tenais soigneusement, murmurant à voix basse. Je l'ai gardée en sécurité, mon amour, comme tu l'as demandé. Et pour la première fois depuis que j'avais vu le panneau « Vendu », je me suis autorisée à sourire. Non pas pour ce qui avait été pris, mais pour ce qui restait mien. Il y a des nuits où la mémoire revient sans prévenir, se glissant dans le silence comme un courant d'air sous la porte. Ce soir-là, après que Marjorie eut confirmé la validité de la fiducie, je me suis assise à ma table de cuisine avec la tasse en porcelaine ébréchée, fixant la vapeur de ma tisane, et j'ai été transportée en arrière dans le temps. Émilie avait 16 ans. C'était le printemps de son année de première, et le lycée bourdonnait à propos du bal de fin d'année annuel. Elle avait choisi une robe des semaines auparavant, une robe lilas douce qui scintillait lorsqu'elle tournoyait sous les lumières du magasin. J'avais fait 2 gardes doubles à l'hôpital pour me la permettre, me disant que chaque douleur dans mon dos valait l'éclat sur son visage quand elle essayait. Mais le soir du bal, le désastre a frappé. Elle était dans la voiture d'une amie, et en sortant trop vite, l'ourlet de sa robe s'est accroché à un morceau de métal déchiqueté. Le tissu s'est déchiré net sur le côté, laissant une blessure béante dans la robe. Émilie a fait irruption par la porte, les yeux gonflés de larmes, serrant la robe ruinée comme un soldat tombé au combat. « Maman !» sanglota-t-elle. « C'est fichu. Je ne peux pas y aller. Tout le monde va se moquer de moi. » Je me souviens de la façon dont ses mains tremblaient, de la panique dans sa voix. Mon cœur s'est brisé. Pas pour la robe, mais pour sa jeunesse. Sa croyance fragile qu'un seul moment pouvait anéantir sa valeur. « Donne-la-moi » ai-je chuchoté. Je l'ai assise à la table de la cuisine, lui ai versé un verre d'eau et suis allée chercher ma trousse de couture. Cette nuit-là, j'ai cousu jusqu'à l'aube. La petite aiguille m'a piqué les doigts plus d'une fois, mais j'ai continué. Le rythme du fil et du tissu était comme un battement de cœur dans le silence. Émilie s'est endormie à table, la tête reposant sur ses bras, une légère trace de mascara sur sa manche. Au lever du soleil, la robe était de nouveau entière. La couture n'était pas parfaite, mais quand elle s'est tenue devant le miroir, le lilas scintillait à nouveau. Elle a souri, et pendant un instant, j'ai cru que l'amour suffisait à tout réparer. Ce souvenir me brûlait maintenant, des décennies plus tard, alors que je faisais face aux décombres de ses choix. Elle avait autrefois pleuré pour une robe déchirée, et je l'avais recousue. Maintenant, elle avait déchiré le toit même au-dessus de ma tête, échangeant des années de sacrifice contre une seule nuit de fantaisie. Les points que j'avais faits pour elle à l'époque étaient nés de l'amour. Les dommages qu'elle m'a causés maintenant étaient nés de la cupidité. J'ai siroté ma tisane, amère sur les bords, et j'ai laissé la vérité s'installer lourdement dans ma poitrine. Pendant des années, je me suis dit que l'amour serait toujours suffisant. L'amour pouvait survivre à la trahison, à l'égoïsme, même à la cruauté. L'amour couvrirait chaque blessure. Mais assise dans cette cuisine silencieuse, le souvenir de ces larmes d'adolescente mêlées à l'image du panneau « Vendu », j'ai compris quelque chose que j'avais eu trop peur d'admettre. L'amour n'est pas suffisant sans limite. Je l'ai murmuré à voix haute comme pour tester les mots sur ma langue. J'ai cru un jour que l'amour suffisait. Mais l'amour sans limite devient une capitulation. Et la capitulation n'est pas l'amour. C'est l'effacement. Les murs de l'appartement semblaient être d'accord avec moi, leur silence stable et impitoyable. J'ai de nouveau pensé à mon mari, à sa voix frêle me pressant de garder l'appartement en sécurité. J'avais tenu ma promesse, mais j'avais échoué à me protéger de l'érosion lente du sentiment de droit d'Émilie. Chaque prêt pardonné, chaque indulgence accordée,
Chaque moment où je me disais qu'il était plus facile de dire oui que de risquer de la repousser. Cela avait mené ici, à cette violation. La déchirure dans la robe de bal avait été un avertissement, bien que je ne l'ai pas vue alors. Non pas parce qu'elle l'avait endommagée. C'était un accident. Mais à cause de la rapidité avec laquelle elle a cru que sa soirée, sa valeur, son bonheur était ruiné sans la perfection. Elle ne pouvait pas accepter la cicatrice dans la couture. Elle voulait une vie polie, sans faille, étincelante. Et moi, désespéré d'être son refuge, j'avais effacé la cicatrice pour elle. Maintenant, elle était toujours la même fille au fond, s'accrochant à quelque chose de brisé et exigeant qu'il soit réparé à tout prix. Seulement cette fois, le tissu qu'elle a déchiré était le travail de ma vie. Et elle ne me l'a pas apporté pour réparation. Elle l'a vendu pour payer son conte de fées. J'ai posé doucement la tasse en porcelaine. Sa fissure brillait faiblement sous la lumière de la cuisine. Un rappel que la beauté peut survivre à l'imperfection, que la force ne se trouve pas en cachant les cicatrices, mais en les portant avec grâce. Émilie n'avait jamais appris cette leçon, et j'avais été trop tendre pour la lui enseigner. Mais maintenant, le choix n'était plus le sien. C'était le mien. Je me suis penchée en arrière dans le fauteuil et j'ai laissé la pensée s'enraciner en moi. Je ne peux pas recoudre ça pour elle. Pas cette fois. Cette blessure, c'est à elle de l'affronter. Ma tâche est différente. Je dois protéger ce qui est mien. Tracer la ligne qu'elle verra enfin. Une immobilité s'est installée en moi. Plus vive que le chagrin, plus calme que la rage. C'était la clarté. L'amour m'avait porté jusqu'ici, mais les limites me porteraient le reste du chemin. Et à ce moment-là, j'ai su que mon silence n'était plus une capitulation. Mon silence était une force. Le genre de force qui attend, mesurée et certaine, jusqu'au bon moment pour agir. Le lendemain matin, j'ai décidé d'appeler Anna, ma nièce. Elle avait 27 ans maintenant, une âme tranquille avec des yeux vifs et une gentillesse qui semblait intacte par le cynisme du monde. Elle était la seule fille de ma sœur, et bien qu'elle ait grandi à des kilomètres de là, elle trouvait toujours le chemin de ma porte chaque fois que la vie devenait trop dure. Elle est arrivée cet après-midi-là avec un sac en toile sur l'épaule. Dès qu'elle a vu mon visage, elle l'a posé et m'a serré dans ses bras sans poser une seule question. Rien que cela a failli me briser. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la tasse en porcelaine ébréchée entre nous, comme toujours. Je lui ai tout raconté, lentement d'abord, puis dans un flot, les vacances, le texto d'Émilie, le panneau « vendu », les rires suffisants chez elle. Je ne me suis pas épargnée non plus. J'ai avoué chaque petite capitulation au fil des ans, chaque moment où j'avais laissé ma peur de perdre ma fille faire taire mon meilleur jugement. Anna a écouté sans interruption. Ses yeux n'ont jamais quitté les miens, bien que j'ai vu la tempête s'y préparer. Quand j'ai eu fini, un silence s'est étiré entre nous. Finalement, elle a parlé. Tante Vivienne, ils ne méritent pas que tu portes cette douleur pour eux. Les mots étaient simples, mais ils ont percé quelque chose en moi. J'ai essayé de sourire, mais ma voix s'est brisée. C'est toujours mon enfant, quoi qu'elle ait fait. Anna a tendu la main, sa main couvrant la mienne. Je sais, mais l'amour n'est pas censé signifier s'effacer soi-même. Tu m'as appris ça quand j'étais petite, tu te souviens? J'ai cligné des yeux. Que veux-tu dire? Elle s'est penchée en arrière, ses lèvres tremblant en un demi-sourire. Quand j'avais 13 ans, je voulais sauter mon récital de piano parce que j'avais fait une erreur pendant la répétition. Je t'ai dit que je n'étais pas assez bonne, que j'allais mettre tout le monde dans l'embarras. Tu m'as regardé droit dans les yeux et tu as dit « Anna, même les notes fausses peuvent encore faire de la musique si elles sont jouées avec vérité. » Et tu m'as dit d'y aller quand même. Tu m'as donné du courage quand je n'en avais pas, et je l'ai fait. J'ai survécu à cette scène grâce à toi. Son souvenir m'a submergée comme une lumière chaude. J'avais oublié ce moment, mais elle non. La voix d'Anna est devenue plus ferme. Maintenant, c'est mon tour de te le rappeler. Tu n'as pas à jouer parfaitement pour Émilie. Tu n'as pas à réparer sa chanson. Tu dois juste protéger la tienne. Je l'ai regardée, frappée par la symétrie de la situation. Les générations tournant comme une roue. Je lui avais transmis des leçons, sans réaliser qu'elle me les rendrait un jour où j'en aurais le plus besoin. Une larme a glissé sur ma joue. J'avais si peur de la perdre, ai-je admis. Je pensais que si je traçais des lignes, si je disais non, elle s'en irait pour toujours. Et maintenant, elle a tout pris quand même. Anna a serré ma main plus fort. Ce n'est pas de ta faute. C'est à cause de ses choix. Tu as donné de l'amour. Tu en as donné plus qu'assez.
Les limites ne tuent pas l'amour, tante Vivienne. Elles le protègent. Ces mots faisaient écho à la prise de conscience que je m'étais murmurée la veille. Mais les entendre de sa part, jeune et inflexible, les rendait solides, indéniables. J'ai étudié son visage. Il y avait là une férocité que je ne m'étais jamais autorisée à montrer à cet âge. Une stabilité que j'avais longtemps enfouie sous le devoir et le silence. En la regardant, j'ai réalisé que l'avenir ne devait pas répéter le passé. Ma génération avait peut-être toléré en silence, mais la sienne était différente. Elle ne le ferait pas. Et dans son reflet, j'ai vu une version de moi-même qui pouvait encore se relever. « Tu as l'air plus sage que moi », dis-je doucement. Elle a secoué la tête. « Non, j'ai l'air de ce que tu m'as appris à être. Et je ne les laisserai pas continuer à t'épuiser. Tu mérites mieux que de recoudre leurs blessures pendant qu'ils coupent plus profondément dans les tiennes. » Sa conviction m'a stabilisé plus que n'importe quel document juridique, plus que l'assurance de Marjorie. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une mère fatiguée se défendant contre son enfant. Je me sentais comme une femme vue, vraiment vue, par quelqu'un qui me valorisait telle que j'étais, pas pour ce que je donnais. Je lui ai versé du thé et quand elle a soulevé la tasse en porcelaine, elle a tracé du doigt la fine fissure. « Tu as gardé ça toutes ces années ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit. Émilie a dessiné les fleurs dessus quand elle était petite. Elle l'a cassée une fois et je l'ai recollée. Je ne pouvais pas la jeter. Elle me rappelait que l'amour pouvait tenir même quand les choses se fissuraient. » Anna l'a reposée doucement. Peut-être qu'il est temps d'avoir un nouveau rappel. L'amour peut tenir, oui, mais tu n'es pas obligé de continuer à boire dans quelque chose qui fuit. Ces mots ont atterri avec une puissance tranquille. La pièce s'est remplie de l'odeur du thé infusé, et j'ai pensé aux décennies que j'avais passées à réparer les fissures dans tout. Les robes, les tasses, les cœurs, les vies. Anna avait raison. La réparation avait sa place, mais le lâcher-prise aussi. J'ai tendu la main sur la table, effleurant la sienne. « Merci, ai-je chuchoté, de me voir, de me rappeler que je suis plus que ce que je tiens ensemble. » Ses yeux ont brillé. « Toujours. Tu as porté assez de choses seule. Laisse-moi t'aider à porter ça. » À ce moment-là, l'air a changé. Je n'étais plus la mère solitaire réparant silencieusement. J'étais une femme avec une alliée, et pas n'importe quelle alliée. Un miroir de ce à quoi ressemblait la force lorsqu'elle était transmise. En regardant Anna, j'ai réalisé que la guérison ne viendrait peut-être pas des excuses d'Émilie, qui pourraient ne jamais arriver. La guérison pourrait venir du fait de savoir que l'amour avait quand même fait son œuvre. Il avait créé quelqu'un comme Anna, quelqu'un qui comprenait ce que j'avais eu trop peur de nommer. Cette pensée m'a rempli d'une paix tranquille que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon histoire ne se terminait pas par une trahison. Elle se poursuivait en elle. Il était tard dans la soirée quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Pendant un instant, j'ai envisagé de l'ignorer, mais quelque chose en moi savait. Je me suis dirigée vers la porte et quand je l'ai ouverte, elle était là, Émilie. Ses cheveux étaient en désordre. Du maquillage coulait sur ses joues. Elle serrait son téléphone comme une bouée de sauvetage, mais ses yeux semblaient vides. « Maman, chuchota-t-elle, sa voix se brisant déjà. Je peux entrer. » Je me suis écartée et elle a glissé près de moi comme une ombre. Elle s'est affaissée dans le vieux fauteuil, celui dans lequel son père s'asseyait après de longues gardes, et a enfoui son visage dans ses mains. Pendant un long moment, le seul son dans la pièce était ses sanglots étouffés. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement attendu. Finalement, ces mots sont sortis par fragments, aussi déchiquetés que du verre. Derek m'a quitté. Il a dit, les factures, les fournisseurs. C'est trop. Le mariage, les fleurs, le lieu de réception. On doit de l'argent partout, maman. Je pensais qu'il s'en occuperait, mais il est parti. Son souffle venait par saccades. Elle a pressé le talon de sa paume contre son front, tremblante. Je ne sais pas quoi faire. Je pensais que si je rendais tout parfait, si j'avais le conte de fées, tout finirait par aller bien. Mais tout s'écroule. Je m'écroule. Elle a levé les yeux vers moi alors, ses yeux gonflés et désespérés. S'il te plaît, dis quelque chose. N'importe quoi. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis assise en face d'elle, les mains jointes sur mes genoux. J'ai laissé le silence s'étendre entre nous, lourd mais pas cruel. Autrefois, je me serais précipitée, je l'aurais apaisée, j'aurais offert des solutions, j'aurais colmaté les brèches avant même qu'elle ait fini de se confesser. C'était le rôle que j'avais toujours joué.
La couturière des moments brisés. Mais pas ce soir. Elle a continué, sa voix se dénouant. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que vendre l'appartement était mal. Je pensais que Derek savait ce qu'il faisait. Il m'a dit que c'était juste de la paperasse, que c'était à nous de toute façon. Je voulais le croire. Je voulais croire que nous pourrions enfin avoir quelque chose de beau. Je pensais que tu comprendrais. Ses mains sont tombées sur ses genoux. Mais j'ai tout gâché. Il est parti et maintenant je n'ai plus rien. Les mots flottaient dans l'air, vifs et inachevés. Je les ai laissés persister. Elle me fixait, la confusion remplaçant lentement le désespoir. Finalement, j'ai parlé. Ma voix était calme mais ferme. Émilie, ai-je dit, tu te souviens quand tu avais 16 ans? Ce bal d'hiver où ta robe s'est déchirée juste avant que tu partes. Tu pleurais, certaine que la soirée était ruinée. Je suis restée debout à recoudre cette robe, point par point. Et quand tu as franchi la porte, tu brillais plus que quiconque là-bas. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, et pendant un instant, j'ai vu la jeune fille qu'elle avait été. Vulnérable, pleine d'espoir. J'ai pris une lente inspiration. J'ai cru un jour que l'amour signifiait que je pourrais toujours tout remettre en place pour toi. Mais ça, j'ai fait un geste vague, pas vers la pièce, pas vers ses larmes, mais vers tout ce qui se trouvait entre nous. Cet appartement n'était pas une couture, pas quelque chose à couper et recoudre à volonté. C'était une fondation, et tu as essayé de la démolir. Ses épaules tremblaient. J'ai eu tort, a-t-elle chuchoté. Je me suis alors levée, lissant mes mains sur ma jupe, m'ancrant. Ma voix est restée calme. Oui, tu as eu tort. Elle me fixait, attendant plus. Attendant l'offre que je faisais toujours, le pansement, le sursis. Mais je ne l'ai pas donné. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers la fenêtre. L'air de la nuit pressait froidement contre la vitre, la ville brillant de lumière indifférente. Derrière moi, les sanglots d'Émilie se sont calmés, remplacés par le son de sa respiration, inégale et superficielle. Elle a chuchoté. « S'il te plaît, maman, dis-moi quoi faire. » Je me suis retournée, croisant son regard. Pour une fois, je n'ai pas détourné les yeux. Je ne peux pas réparer ça pour toi, ai-je dit. C'est à toi de le porter, à toi de le réparer. Le silence qui a suivi était profond. Il a rempli la pièce comme une marée, montant jusqu'à devenir le seul langage entre nous. Je l'ai laissé s'installer. Les lèvres d'Émilie tremblaient. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais aucun mot n'est venu. Elle l'a refermée, ses yeux balayant la pièce comme si elle cherchait un point d'ancrage, mais il n'y en avait aucun. Je me suis dirigée vers le couloir, mais pas lent, délibéré. « Tu devrais y aller, dis-je doucement, pas cruellement. » Son visage s'est décomposé, mais elle n'a pas bougé tout de suite. Finalement, elle s'est levée, serrant son téléphone contre sa poitrine comme s'il pouvait la maintenir en un seul morceau. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois, sa voix presque enfantine. « Pourquoi souris-tu » J'ai réalisé que je le faisais. Un petit sourire calme, non pas de triomphe, mais de libération. Parce que, dis-je doucement. Parfois, le silence parle plus fort que toute autre chose. Je lui ai ouvert la porte. Elle est sortie dans la nuit, avalée par les ombres de la rue. J'ai refermé la porte derrière elle, l'écho persistant dans le cadre. Et puis, pour la première fois depuis des années, le silence dans ma maison ne m'a pas semblé vide. Il m'a semblé mien. Les nuits qui ont suivi la récupération de mon appartement ont été les plus difficiles. Le monde pensait que j'avais gagné, que les papiers légaux étaient une preuve suffisante, que la justice avait été rendue. Mais quand les lumières s'éteignaient et que le silence s'installait, mon esprit refusait de se calmer. Je me tournais et me retournais sous les couvertures, fixant le plafond où les ombres dérivaient comme des souvenirs agités. L'horloge sur la table de chevet indiquait 2h17 du matin. Le sommeil ne venait pas. Ma poitrine portait un poids plus lourd que l'épuisement. C'était comme si le chagrin lui-même avait pris place à côté de moi. Finalement, j'ai repoussé les couvertures et enfilé ma robe de chambre. Le sol était frais sous mes pieds nus. Me déplaçant lentement dans l'appartement, j'ai passé ma main le long des murs, sentant la texture de la peinture que j'avais choisie, les coins que j'avais nettoyés, les rainures qui avaient autrefois contenu des photos de famille. Cet endroit était plus que des murs. C'étaient des années de sacrifice et d'espoir gravés sur chaque surface. J'ai fini dans la cuisine. C'était le cœur de ma vie ici. L'endroit où d'innombrables dîners avaient été cuisinés après de longues gardes à l'hôpital.
où les rires avaient autrefois fusé pendant les anniversaires, où les devoirs d'Émilie avaient encombré la table. J'ai ouvert un placard presque sans réfléchir. Peut-être pour chercher du thé. Peut-être simplement pour chercher une distraction. Derrière des piles de tasses dépareillées et un vieux pot de sucre que j'utilisais rarement, quelque chose a attiré mon attention. Une petite boîte en bois, pas plus grande qu'un livre, nichée tout au fond du coin, comme si les années elles-mêmes me l'avaient cachée. La poussière s'était accumulée en une épaisse couche sur sa surface. Mon souffle s'est coupé en la saisissant. Je l'ai portée à la table et l'ai posée doucement. Mes doigts tremblaient en nettoyant le couvercle. Le grain du bois m'était familier. Les faibles sculptures le long du bord, indubitables. Mon mari avait fabriqué cette boîte de ses propres mains. Il y a des décennies, avant que la maladie ne lui vole sa force, avant que le temps ne l'emporte. J'ai hésité, craignant ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. Craignant de raviver un chagrin que j'avais longtemps gardé plié. Pourtant, quelque chose me poussait à avancer. Lentement, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié, jauni par le temps. Mon cœur battait la chamade dans le soulevant. La faible odeur de cèdre s'élevait de la boîte. L'écriture sur l'enveloppe m'a noué la gorge. C'était la sienne. Des traits forts, délibérés, que je pouvais reconnaître n'importe où. Pendant un long moment, je n'ai pas pu l'ouvrir. Je l'ai pressé contre ma poitrine, fermant les yeux, sentant le poids du souvenir m'inonder. Quand j'ai finalement déplié le papier, les larmes ont brouillé l'encre, mais je pouvais encore distinguer les mots. Ma très chère Vivienne, si tu lis ceci, cela signifie que le temps a continué sans moi. Je ne peux pas être à tes côtés comme je le souhaiterais. Mais je veux que tu saches une chose. Cet appartement, ce foyer. Ce n'était pas seulement un toit au-dessus de nos têtes. C'était l'endroit dont je rêvais pour te garder en sécurité quand je ne le pourrais plus. Tu as travaillé plus dur que quiconque que je connaisse pour le rendre réel. Promets-moi que tu t'y accrocheras. Non seulement pour toi, mais aussi pour Émilie. Quelles que soient les tempêtes, laisse cet endroit te rappeler ta force et mon amour. Toujours à toi, Robert. Au moment où j'ai fini, ma vision était complètement brouillée. J'ai posé le papier, mes mains couvrant mon visage. Les sanglots sont montés sans prévenir. Des pleurs profonds et silencieux qui ont secoué tout mon corps, mais n'ont fait aucun son. Je n'avais pas pleuré comme ça depuis des années, même pas quand nous l'avons enterrée. À l'époque, j'avais été la forte, tenant Émilie près de moi, lui assurant que la vie continuerait d'une manière ou d'une autre. Mais ici, dans le calme de ma cuisine, la force s'est évanouie. J'ai pleuré non seulement pour la trahison de ma fille, mais pour chaque moment où j'avais aspiré à entendre à nouveau sa voix, à sentir sa présence rassurante à mes côtés. La lettre n'était pas longue, mais elle portait plus de poids que n'importe quel document juridique, plus de clarté que n'importe quelle décision de justice. Elle me rappelait que ce foyer n'avait jamais été une question de possession ou d'argent. C'était une question de promesse. Sa promesse à moi et la mienne à lui. J'ai soulevé la tasse en porcelaine, les fleurs d'Émilie encore pâles autour de la fissure, et je me suis versé de l'eau du robinet. Je suis restée assise, la tenant, la lettre posée à côté de moi, et j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que de la colère ou de la peur. J'ai ressenti un lien avec lui, avec les années qui m'ont construite, avec la vérité tranquille qui avait toujours été là, attendant d'être redécouverte. La boîte, la lettre, la tasse, tout cela formait un cercle de mémoire autour de moi. Et dans ce cercle, je me suis enfin autorisée à être simplement humaine. Une femme qui avait profondément aimé, qui avait été profondément blessée, et qui était toujours debout. L'horloge indiquait plus de 3 heures du matin quand mes larmes se sont enfin calmées. J'ai plié la lettre soigneusement, la remettant dans la boîte comme si je retournais un trésor dans son coffre. Puis j'ai chuchoté dans l'immobilité. Je tiendrai ma promesse, Robert. Je la tiendrai. L'appartement était silencieux, mais je ne me sentais plus seule. Ces mots, bien qu'écrits il y a des années, flottaient dans l'air comme une bénédiction. En retournant dans ma chambre, le poids sur ma poitrine s'est très légèrement allégé. Le sommeil n'est toujours pas venu rapidement. Mais quand il est venu, il était différent. Moins hanté, plus ancré, parce que je savais maintenant que la bataille pour ce foyer n'avait jamais été seulement la mienne. Elle avait été la sienne aussi. Et ensemble, même à travers le voile des années, nous l'avions gardé en sécurité. Les jours qui ont suivi la découverte de la lettre de Robert m'ont semblé plus lourds que les nuits précédentes. Ces paroles étaient une bénédiction, mais elles approfondissaient aussi la douleur en moi.
Elle me rappelait le poids des promesses tenues et le coût des promesses rompues. Et c'est ce coup que je ne pouvais cesser de ruminer. Je me suis assise à la petite table près de la fenêtre, la lumière du matin se répandant sur le sol, et j'ai laissé les questions me ronger. Devais-je pardonner à Émilie pour pouvoir encore l'appeler ma fille, ou devais-je tracer une limite si ferme qu'aucune excuse ne pourrait l'effacer? Le conflit se tordait en moi jusqu'à ce que même ma respiration me semble inégale. Si je lui pardonnais, je craignais de me perdre. J'avais passé des années à sacrifier ma propre voix, mes propres besoins au nom de l'harmonie familiale. Pardonner si rapidement maintenant, après qu'elle ait vendu le toit même au-dessus de ma tête, serait comme effacer la leçon que j'avais si durement lutté pour apprendre. Cela lui dirait, et me dirait à moi-même, que ma valeur pouvait de nouveau être échangée contre son confort. Cela me terrifiait. Pourtant, si je la coupais complètement de ma vie, la blessure serait permanente. Une mère perdant son enfant, non pas à la mort, mais par choix. Je pouvais imaginer les vacances avec une chaise vide. Les anniversaires marqués par le silence. Les petits-enfants que je ne tiendrais peut-être jamais dans mes bras. Cette pensée creusait un vide en moi. J'ai murmuré à voix haute comme si Robert pouvait me répondre. Si je pardonne, je me perds. Si je la rejette, je perds ma fille. Quelle perte suis-je assez forte pour supporter? Incapable de rester assise plus longtemps, j'ai mis mon manteau et je suis sortie. L'air de mars était vif contre ma peau, me réveillant plus que n'importe quel café. J'ai marché jusqu'au parc voisin, un endroit où j'étais souvent allée pendant les années où j'élevais Émilie, quand l'air frais était le médicament le moins cher que je connaissais. Le parc n'avait pas beaucoup changé. Des bancs usés par le temps. Des parcelles d'herbe encore boueuses de la neige de l'hiver. Le faible son des rires d'enfants portés par le vent. J'ai erré sur le chemin familier. Chaque pas faisant écho à mes pensées agitées. Puis je les ai vus. Une jeune mère et son petit garçon, pas plus de 5 ans, marchant main dans la main. Il montrait du doigt un vol de pigeons, tirant sur son bras, et elle se penchait à son niveau, écoutant comme si son émerveillement était l'histoire la plus importante du monde. Leur rire s'élevait dans l'air, léger et insouciant. Cette scène m'a transpercée. Je me suis souvenu de tenir la petite main d'Émilie dans ce même parc, sa voix posant des questions sur tout ce qu'elle voyait. Pourquoi les feuilles changeaient de couleur? Pourquoi les écureuils cachaient des noix? Pourquoi le ciel s'assombrissait la nuit? J'avais répondu à chacune avec patience, avec joie, parce qu'elle était mon monde à l'époque. Maintenant, des années plus tard, c'était comme si le fil entre nous s'était effiloché au-delà de toute réparation. Elle avait choisi un mariage plutôt que le toit d'une mère, un rêve de grandeur plutôt que la femme qui cousait autrefois ses robes dans l'obscurité de la nuit. Je me demandais si cette mère avec le garçon connaissait le poids des années à venir, la fragilité de la confiance, la facilité avec laquelle un lien pouvait se rompre lorsque la gratitude disparaissait. Je me suis assise sur un banc et je les ai regardés disparaître au détour du chemin. Ma poitrine me faisait mal d'une manière presque insupportable. Mon esprit revenait sans cesse en arrière. À quoi ressemble le pardon quand la blessure est si profonde? L'amour peut-il exister sans confiance? Et la confiance peut-elle jamais être reconstruite? Un chien a aboyé à proximité, me tirant de ma spirale. J'ai remarqué un couple plus âgé marchant lentement ensemble, bras dessus, bras dessous. Ils se déplaçaient avec le rythme tranquille de 2 personnes qui avaient traversé des tempêtes mais avaient choisi de rester côte à côte. Cela aussi m'a tordu le cœur parce que j'avais perdu Robert trop tôt et maintenant Émilie de sa propre main. La perte semblait me définir plus que l'amour. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de respirer à travers cela. Le pardon, réalisais-je, n'était pas un simple oui ou non. C'était un chemin, que je pouvais emprunter ou non. Mais quelle que soit la direction que je prenais, il y aurait un coup. Soit le coup de l'autotrahison, soit le coup de la séparation. Les deux étaient lourds. Quand j'ai rouvert les yeux, le parc était plus calme. La mère et l'enfant étaient partis. Le couple plus âgé était hors de vue. Je suis restée assise seule avec le poids de mes choix. J'ai de nouveau pensé à la lettre de Robert, à la façon dont il m'exhortait à laisser l'appartement me rappeler ma force. Peut-être que la force, en ce moment, signifiait ne pas se précipiter pour décider. Peut-être que cela signifiait rester dans l'inconfort assez longtemps pour savoir avec quelle perte je pouvais vivre. Mais une chose était claire. Quel que soit le chemin que je choisissais, ce ne pouvait plus être le silence. Le silence avait permis à la blessure de s'approfondir à ce point. Que je pardonne à Émilie ou que je me détourne d'elle, je devais dire ma vérité calmement et fermement, parce que la dignité n'exigeait rien de moins. Alors que le soleil descendait derrière les arbres,
Je me suis levée du banc. Mes pas étaient lents mais plus stables. Les questions pesaient toujours sur moi, mais elles ne me terrifiaient plus. C'était à moi d'y répondre. Et pour la première fois, je croyais avoir le droit d'y répondre selon mes propres termes. Quand Anna a emménagé, la température de l'appartement a changé. Ce n'était pas le thermostat. C'était la façon dont elle ouvrait les rideaux pour laisser entrer le matin. La façon dont elle fredonnait pendant que la bouilloire se mettait à bouillir. La façon dont ses pas sonnaient comme un métronome régulier au lieu d'un avertissement. Elle est arrivée un samedi avec 2 valises et une poignée d'herbes aromatiques d'un rayon en promotion. Elle les a alignées sur la balustrade du balcon comme des invités timides. Nous n'avons fait aucune annonce. Elle a posé sa veste en jean sur la chaise et a dit qu'elle prendrait la petite chambre si cela ne me dérangeait pas. J'ai hoché la tête en silence et lui ai tendu un double des clés. Dans l'après-midi, nous sommes allés au marché du coin pour des tomates, de l'ail, de l'huile d'olive et un citron. De retour à la maison, nous avons cuisiné côte à côte. L'huile d'olive crépitait. Nos couteaux battaient la mesure. Le dîner était simple. Des pâtes avec des tomates cerises, du basilic déchiré à la main, un filet de citron et du fromage râpé. Nous avons mangé à la table près de la fenêtre où j'étais assise seule pendant tant de nuits. Anna m'a parlé d'un client de la pharmacie qui a payé ses pastilles pour la toux avec des pièces de monnaie enveloppées dans du papier d'aluminium. J'ai ri plus fort que je ne m'y attendais. Plus tard, nous avons emporté notre tisane sur le balcon. Le basilic dégageait son parfum poivré et net. La ville s'est installée dans un bourdonnement régulier. J'ai pensé à Émilie alors, non pas comme un reproche à ce calme, mais comme un contraste. Avec elle, chaque pièce avait semblé être une audition. J'étais la machiniste qui maintenait le projecteur allumé. Avec Anna, l'air ne me demandait pas de jouer un rôle. J'avais le droit d'être exactement comme j'étais, silencieuse et entière. J'ai regardé le petit jardin. Un plant de basilic penchait. Le romarin se tenait obstinément. La menthe complotait déjà pour tout envahir. Tu sais que la menthe est une brute, ai-je dit. Elle a enfoncé le pot plus profondément dans sa soucoupe et a souri. Les brutes peuvent être contenues avec de l'attention. La deuxième semaine, nos journées ont trouvé un rythme. Je préparais la tisane dans la tasse en porcelaine ébréchée chaque aube. Elle courait dans le parc et revenait avec les joues roses. Nous tenions une liste sur le frigo, lessive le mercredi, poubelle le jeudi, arroser les herbes les jours impairs. Appeler tante May le dimanche. Parfois, en éminçant des oignons ou en pliant des serviettes, le chagrin montait comme une marée. Je pensais à Émilie enfant peignant des fleurs violettes, ou à 16 ans, lissant la couture réparée de sa robe, ou en tant que mariée dans une robe qui coûtait plus qu'1 an de mon loyer. La douleur me serrait la gorge. Anna ne remplissait pas le silence de conseil. Elle mettait une autre assiette. Elle ouvrait une fenêtre. Elle était simplement là. Sa présence disait ce que les mots ne pouvaient pas dire. Je suis là. Tu n'es pas seule. Un soir, nous avons invité Madame Patel du bout du couloir et son petit-fils, Omar. Nous avons servi un ragoût de légumes et du pain de maïs dans une poêle en fonte qui avait appartenu à ma mère. Omar s'est entraîné à épeler pendant que Madame Patel racontait des histoires sur son premier hiver dans la région. Quand ils sont partis, Anna a rincé les bols et a dit que cela ressemblait à une maison qui savait comment accueillir les gens. J'ai touché le comptoir et j'ai senti la vérité de cette phrase s'épanouir sous ma paume. Tous les jours n'étaient pas doux. Les factures arrivaient toujours. Certaines nuits, je parcourais les pièces. Certains matins apportaient des messages d'Émilie qui oscillaient entre excuses et accusations. Je posais le téléphone face contre table et choisissais l'immobilité. Les limites, j'apprenais, étaient des actions répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent une forme dans laquelle on pouvait vivre. Quand le doute murmurait, Anna me tendait l'arrosoir. Le basilic, d'un verre insistant, me rappelait que prendre soin n'est pas une capitulation. On peut nourrir sans se donner entièrement. L'appartement a commencé à porter de nouveaux sons. Le rire badana, le cliquetis de 2 tasses, le bruit sourd d'une deuxième paire de chaussures à la porte. Le dimanche, nous faisions de la pâtisserie. Le four réchauffait la cuisine. Le mardi, nous lisions à table, échangeant des passages à voix haute. Elle préférait les histoires où les femmes faisaient des choix difficiles et gardaient leur dignité. J'aimais la façon dont sa voix transformait les phrases en fils que je pouvais tenir. Une tempête est arrivée une nuit, la pluie tambourinant contre le balcon. Le courant a vacillé et s'est stabilisé. Nous avons mangé à la lueur des bougies, la pièce à la fois étrange et familière. J'ai pensé aux années où j'avais tout porté seule,
et à quel point ce calme était différent. Pas un silence d'effacement, mais un silence d'aisance. Merci d'avoir choisi d'être ici, ai-je dit. Merci de m'avoir laissé faire, a-t-elle répondu. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris quelque chose qui ressemblait à une révélation. La famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est celui qui se présente avec des courses quand on est trop fatigué pour cuisiner. Qui se souvient de vos histoires et vous les rend quand vous les oubliez. Qui arrose le basilic et apprend les bizarreries de votre bouilloire et rit au bon endroit de la vieille blague. La famille, c'est celui qui vous choisit exprès. J'ai posé la tasse ébréchée sur le rebord de la fenêtre et j'ai regardé la vapeur s'amincir dans le soir. La fissure était toujours visible, la fleur toujours imparfaite, l'anse chaude dans ma main. Je n'avais pas besoin de plus de colle. Certaines choses ont le droit de rester honnêtement réparées. J'ai regardé Anna étiqueter les restes. J'ai senti l'appartement respirer. J'ai entendu ma propre respiration s'accorder à la sienne. J'avais beaucoup perdu ici. Avec elle, j'ai trouvé une autre sorte d'abondance. Pas de spectacle, pas d'approbation, pas de performance. La présence. Un petit balcon, un bol de tomates, du basilic dans la brise, une tisane qui refroidit sur le rebord de la fenêtre. Assez, et choisi. Assez, et mien. La lumière du matin filtrait, douce et dorée, à travers les voilages, portant le faible bourdonnement de la ville qui s'éveillait. Je me suis assise près de la fenêtre, dans le fauteuil qui avait appartenu à ma mère. Le bois poli et lisse par des années de main reposant sur ses accoudoirs. La bouilloire a émis son sifflement doux, et je me suis levée lentement, stable dans mes mouvements. Il n'y avait pas d'urgence. Plus maintenant. J'ai ouvert le placard et j'ai cherché la tasse qui avait vécu tranquillement au fond toutes ces années. La tasse en porcelaine ébréchée, sa fissure fine mais permanente, la fleur violette fleurissant toujours sur son flanc comme figée dans le temps. Je l'ai posée sur la table et j'ai versé le thé chaud. La vapeur s'est enroulée vers le haut, portant le parfum de la camomille. Mes mains tremblaient légèrement en la prenant, non pas de faiblesse, mais de mémoire. J'ai tracé la ligne de la fissure avec mon doigt. Et à cet instant, c'est comme si les années se repliaient les unes sur les autres. Je pouvais voir Émilie à 5 ans, assise en tailleur sur le sol de la cuisine, de la peinture sur les joues, brandissant fièrement son chef-d'œuvre. « Pour toi, maman », avait-elle dit, rayonnante. Cette fleur, maladroite, inégale, avait été son cadeau. La fissure est venue plus tard, lors d'un de ces matins précipités où les factures s'accumulaient et où je faisais des gardes doubles comme infirmière. Rentrée à la maison avec un épuisement si profond qu'il s'enfonçait dans mes os. La tasse a glissé de ma main, a atterri durement et s'est fendue. Je me souviens de la douleur dans ma poitrine alors que je la tenais en morceaux. Puis de la façon dont je l'ai recollée. Je ne pouvais pas la jeter. Elle transportait plus que du thé. Elle transportait de l'amour. Maintenant, toutes ces années plus tard, la fissure restait visible mais stable, un rappel, un témoignage. Tout ce qui est brisé n'est pas destiné à être jeté. Certaines choses, comme les gens, peuvent être réparées. Et dans la réparation, elle raconte une histoire plus vraie de survie. J'ai levé la tasse et j'ai siroté. La chaleur s'est répandue en moi, non seulement du thé, mais de l'acte de s'accrocher à quelque chose qui avait survécu aux tempêtes. L'appartement était silencieux. Anna dormait encore dans la chambre voisine, ses livres empilés proprement sur le bureau, son rire persistant dans l'air de la nuit précédente. Je sentais sa présence comme une encre stabilisatrice, comme les racines du plant de basilic que nous avions rempoté ensemble sur le balcon. Ce petit balcon fleurissait maintenant de verre. Des herbes, des tomates, même un petit buisson de lavande que nous avions trouvé au marché des agriculteurs. Quand le vent passait, le parfum flottait à l'intérieur, se mêlant à la vapeur de mon thé. J'ai regardé autour de l'appartement, les murs fraîchement peints, les étagères moins encombrées, les lumières plus douces que dans mon souvenir. Ce n'était pas grandiose, mais c'était à moi. À moi de le garder, à moi de le protéger, à moi de le remplir de ceux qui me choisissaient. Pendant des années, je n'avais pensé à cet appartement que comme un abri, un endroit pour lequel je m'étais battue et sacrifiée pour me le permettre après des décennies de garde de nuit. Mais assise là, avec la tasse ébréchée réchauffant mes paumes, je le comprenais différemment. Ce n'était pas seulement là où je vivais. C'était l'endroit qui contenait mon histoire. C'était là que mon mari m'avait un jour serré la main et dit « Promets-moi que tu garderas ça, Vivienne. Promets-moi que tu en feras ton refuge. » Sa voix, toujours claire après toutes ces années, persistait dans ma mémoire comme une bénédiction.
J'ai posé la tasse doucement et j'ai chuchoté. Pas exactement à lui, mais à l'air, à moi-même, peut-être même à Émilie, si elle pouvait jamais m'entendre d'une manière inexprimée. Un foyer n'est jamais quelque chose que l'on vend. Un foyer est l'endroit où l'on s'accroche à soi-même. Les mots m'ont quitté tranquillement, mais ils portaient le poids d'une prière, un psaume laïque dont j'avais eu besoin depuis si longtemps. J'ai pensé à Émilie, à son rire au mariage, à son triomphe quand elle m'a dit qu'elle avait vendu l'appartement pour son jour de conte de fées. J'ai pensé à la blessure qui m'avait transpercé plus vivement que n'importe quel scalpel que j'avais tenu à l'hôpital. Je ne savais pas si le pardon viendrait ou s'il le devait. Mais je savais maintenant que ma valeur n'était pas liée à son approbation ou à celle de quiconque. J'avais construit une vie brique par brique, chèque de paie par chèque de paie, larme par larme. Et maintenant, je la réclamais, une respiration tranquille à la fois. Le thé a refroidi. J'ai siroté de nouveau et l'ai laissé persister sur ma langue. Dehors, un moineau s'est perché sur la balustrade du balcon, picorant curieusement les feuilles de menthe. La ville s'étirait, s'éveillait, les voitures se déplaçant comme des flots de lumière bien en dessous. Et j'étais là, stable, présente, entière. J'ai regardé la fissure dans la porcelaine, la fleur fanée, et j'ai souri. Pas un sourire de victoire, ni même d'amertume. Un sourire de savoir, d'être revenu à moi-même. La vie n'offre pas de fin nette, mais parfois elle offre des cercles. L'enfant qui m'avait un jour donné une fleur peinte a essayé de m'enlever les murs qui nous abritaient. Pourtant, j'étais là, tenant toujours la tasse, me tenant toujours moi-même. L'appartement, comme la porcelaine, avait été presque perdu, presque brisé. Mais maintenant, il était restauré, plus vrai qu'avant, et j'étais restauré avec lui. J'ai levé la tasse une fois de plus comme pour un toast silencieux. Pas au passé, pas à la douleur, mais à l'endurance qui m'avait mené ici, au foyer qui restait, à la vérité qui ne peut être vendue. J'ai bu, et le matin s'est enroulé autour de moi comme un châle. La fleur fleurissait toujours, la fissure se montrait toujours, et j'appartenais pleinement aux deux. Cette nuit-là, après qu'Anna soit allée se coucher et que l'appartement se soit installé dans son silence familier, je me suis assise au petit bureau près de la fenêtre avec une seule feuille de papier devant moi. La lampe projetait un cercle de lumière douce, et à l'extérieur, sur le balcon, les feuilles de basilic s'agitaient doucement dans l'air nocturne. Mes mains ont hésité au-dessus de la page, mais ensuite j'ai commencé à écrire. Chère Émilie, ai-je commencé, bien que je sache que cette lettre ne quitterait jamais le tiroir. Il fut un temps où chaque souffle que je prenais était pour toi. Je restais éveillée pendant des gardes doubles. Je maintenais mon corps fatigué debout à travers des nuits sans fin, et je cousais non seulement des robes, mais une vie pour toi. Je voulais te donner une fondation si solide qu'aucune tempête ne pourrait la détruire. Et pourtant, le jour venu, tu as choisi de vendre le sol même que nous avions construit ensemble. Les mots venaient lentement, lourds mais clairs. Je t'ai aimé avec tout ce que j'avais. Mais l'amour sans limite est une blessure qui attend d'être rouverte. Quand tu as échangé ma sécurité contre ton conte de fées, j'ai ressenti plus que de la trahison. Je me suis sentie invisible. Cela a coupé plus profondément que n'importe quel scalpel que j'ai jamais tenu. J'ai fait une pause, pressant doucement le stylo contre le papier, puis j'ai continué. Et pourtant, je ne peux nier que tu es ma fille. Les liens du sang sont forts, mais la dignité est plus forte. Alors je choisis de m'accrocher à ce qui reste de moi. Je choisis de garder le foyer que ton père m'a confié et d'honorer la promesse que je lui ai faite. Le pardon viendra peut-être un jour, ou peut-être pas, mais le respect de soi doit rester. Ma main tremblait en écrivant les dernières lignes. Si jamais tu te demandes pourquoi je souris maintenant, c'est parce que je ne laisse plus les autres décider de ma valeur. J'ai choisi de vivre en paix et de m'entourer de ceux qui me valorisent, non pas pour ce que je peux donner, mais pour qui je suis. J'ai posé le stylo. La page était remplie, chaque phrase comme une pierre, posée soigneusement à sa place. J'ai plié la lettre lentement, délibérément, et je l'ai glissée dans le tiroir à côté de l'ancienne. La note de mon mari, jaunie par le temps. Ces mots résonnaient encore. Garde ce foyer. Laisse-le être ton refuge. Maintenant, mes propres mots rejoignaient les siens. 2 testaments côte à côte, l'un de promesse, l'autre de survie. J'ai fermé le tiroir doucement, presque comme si je bordais quelque chose de précieux pour la nuit. Puis je me suis retournée et Anna était là, appuyée contre l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, les yeux doux avec ce genre de savoir que seuls les jeunes portent parfois. « Tu es encore réveillée ?» a-t-elle chuchoté. J'ai souri et secoué légèrement la tête. Je finissais juste quelques.
Elle s'est approchée et j'ai pris sa main. À ce moment-là, je voulais qu'elle transmette ce que j'avais mis toute une vie à apprendre. Anna, dis-je, ma voix basse mais ferme. Ne sois pas forte comme moi. Fais juste en sorte que personne ne te vende à bas prix. Ses yeux se sont remplis de larmes et elle a hoché la tête, serrant mes doigts. J'ai vu en elle le pont entre ce que j'avais enduré et ce qui pouvait encore être changé. Un avenir où les femmes de ma famille n'auraient peut-être pas à mener les mêmes batailles silencieuses. Nous avons partagé un long silence, seul le léger tintement des carillons sur le balcon le brisant. Finalement, elle m'a embrassé sur la joue et est retournée se coucher, me laissant seule avec le bruissement de l'air nocturne et le rythme régulier de mon cœur. Je me suis versé une dernière tasse de tisane, la vapeur s'élevant en douce spirale. L'odeur a rempli la pièce, familière, rassurante. Le basilic bruissait dehors, la ville était silencieuse, et j'ai laissé le calme m'envelopper. La paix, réalisais-je, n'était pas quelque chose que l'on recevait. C'était quelque chose que l'on choisissait. Une respiration délibérée, une limite, un acte de courage à la fois. Et ainsi l'histoire se termine ici, avec l'odeur du thé, le son du vent, et le poids de la perte et de la grâce en équilibre en moi. J'ai peut-être perdu des parties de ce que je croyais autrefois inébranlable, mais j'ai gagné quelque chose de plus durable. La certitude de qui je suis et le pouvoir calme de vivre selon mes propres termes. Car la véritable communauté, ce n'est pas seulement d'écouter des histoires, mais de croire encore en la gentillesse, en la guérison et aux secondes chances. Peu importe où l'on se trouve, il faut emporter cette idée avec soi. Et se souvenir que parfois, le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur.